Un seul diamant peut valoir plus de 71 millions de dollars. Avec cet argent, il serait possible d'acheter une flotte de voitures de luxe. Mais quelle est la véritable histoire derrière une pierre si chère? La réponse ne réside pas seulement dans son éclat, mais dans un voyage incroyable qui commence à des kilomètres de profondeur sous nos pieds. Pour obtenir un petit diamant, il faut faire exploser et traiter 250 tonnes de roches, le poids de plus de 100 voitures. Voici l'histoire complète de la façon dont un simple morceau de carbone, né dans la chaleur extrême de notre planète il y a des milliards d'années, passe par des machines géantes et les mains de maîtres habiles pour devenir la gemme la plus célèbre du monde. C'est un chemin rempli de force, de précision et de secrets que tout le monde ne connaît pas. Le périple du diamant commence dans un endroit que nous pouvons à peine imaginer, tout au fond de notre planète. Nous parlons de profondeurs incroyables, à des centaines de kilomètres sous la surface, dans une couche de la Terre appelée manteau. Là, les conditions sont extrêmes. La température peut atteindre plus de 1010 degrés Celsius, ce qui est plus chaud que la lave d'un volcan. La pression est tout simplement écrasante, pouvant excéder 50 000 atmosphères. Pour vous donner une idée, c'est comme si le poids d'un gratte-ciel entier appuyait sur quelque chose de la taille d'une pièce de monnaie, mais multiplié par des milliers de fois. C'est dans cet environnement de chaleur et de pression incroyable que quelque chose de magique se produit. Les atomes de carbone, l'un des éléments les plus courants qui existent, sont forcés de s'unir d'une manière très spéciale. La force est telle qu'ils s'organisent en une structure parfaitement alignée et super résistante, formant un cristal. Ce cristal est le diamant. Mais ce processus est extrêmement rare et délicat. Si la température ou la pression ne sont pas exactement les bonnes, même si c'est de peu, le résultat est complètement différent. Au lieu d'un diamant dur et brillant, il se forme du graphite, ce matériau gris et mou que nous utilisons pour faire les mines de crayon. C'est pourquoi les diamants ne se forment que dans des parties très anciennes et stables du manteau terrestre, où ils sont restés conservés pendant une période allant de 1 à 3 milliards d'années. Après tout ce temps, certains de ces diamants sont ramenés plus près de la surface par des éruptions volcaniques très anciennes et puissantes. Ils remontent à travers des cheminées de magma et restent piégés à l'intérieur d'un type de roche spéciale appelé kimberlite. C'est dans cette roche qu'ils restent cachés en attendant que quelqu'un les trouve. Trouver ces diamants cachés est une tâche gigantesque. La chasse commence bien avant que l'on ne creuse un seul trou. Les géologues, spécialistes des roches et de la terre, utilisent une technologie de pointe pour trouver des indices. Ils utilisent des images satellites pour rechercher des motifs étranges à la surface qui pourraient indiquer la présence de kimberlite. Ils utilisent aussi des capteurs de gravité pour mesurer de petites différences dans la densité du sol, car la roche contenant des diamants est différente des autres. Les magnétomètres sont un autre outil qui détecte des anomalies dans le champ magnétique terrestre, un autre indice que quelque chose d'intéressant pourrait se trouver en dessous. Parfois, le plus grand indice est un petit morceau de kimberlite trouvé au milieu du gravier. Cela suffit pour qu'une équipe entière commence à enquêter sur la zone en détail. Lorsqu'un site prometteur est trouvé, la véritable excavation commence. Dans les mines à ciel ouvert, d'énormes machines créent des trous gigantesques en forme de spirale. Certaines de ces mines ont plus d'1 kilomètre de large et peuvent atteindre 500 mètres de profondeur. C'est comme si une ville entière était creusée dans la terre. Avant chaque explosion, de puissantes foreuses font des dizaines de trous dans la roche pour y placer les explosifs. Après la détonation, des camions géants, parmi les plus grands du monde, transportent les roches à la surface. Mais il n'est pas toujours possible de creuser à ciel ouvert. Si les diamants sont trop profonds, il faut créer des mines souterraines. Dans ces cas, les mineurs descendent dans des ascenseurs par des tunnels étroits qui peuvent atteindre 700 ou 800 mètres de profondeur. Là-bas, l'environnement est difficile, très chaud, humide et peu éclairé, et la sécurité doit être maximale. Tout ce travail incroyable, toute cette technologie et cet effort visent à trouver quelque chose de très petit. En moyenne, il faut excaver et traiter environ 250 tonnes de roches pour trouver un seul carat de diamant, qui est une petite pierre de la taille de la pointe d'un crayon. Dès que les roches sont amenées de la mine, la première étape de la séparation commence. Les blocs de roches susceptibles de contenir des diamants sont acheminés vers un système de concassage. C'est ici que le processus d'extraction du précieux minéral débute réellement. Imaginez des machines gigantesques pesant des dizaines de tonnes chacune qui fonctionnent comme des mâchoires d'acier. Elles ont une force suffisante pour réduire en poudre même le granit, l'une des roches les plus dures qui existent. Mais cela pose un défi de taille. Le diamant est le matériau le plus dur du monde, mais il est en même temps très fragile. Cela signifie qu'un impact fort au mauvais endroit peut briser un diamant précieux en 1000 morceaux, lui faisant perdre toute sa valeur. C'est pourquoi la force des machines de concassage doit être contrôlée avec une grande précision.
Elle doit être assez forte pour briser la roche environnante, mais assez douce pour ne pas endommager le diamant qu'elle contient. Dans de nombreuses mines modernes, ce processus se déroule en plusieurs étapes. Premièrement, de lourds rouleaux compriment les roches lentement. Ensuite, d'autres machines continuent de les concasser en morceaux de plus en plus petits, jusqu'à ce que tout passe par un système de séparation vibratoire. Une fois les roches concassées, les fragments passent à la phase de nettoyage. Cette partie est très importante car le matériau provenant de la mine est mélangé à beaucoup d'argile, de boue, de poussière et d'autres substances collantes. Si cette saleté n'est pas retirée, elle peut obstruer les machines et endommager les équipements de séparation plus loin dans le processus. Pour tout nettoyer, de gigantesques machines à laver sont utilisées. De grands tambours rotatifs, semblables à d'énormes machines à laver, brassent le matériau tandis que des jets d'eau à haute pression lavent tout. L'eau élimine la saleté et, en même temps, sépare les particules trop petites. Tout fragment de moins d'1 millimètre est retiré à ce stade car la chance d'y trouver un diamant est très faible et ne justifie pas le coût de leur traitement continu. Une fois que tout le matériau est nettoyé et séparé par taille, arrive la partie la plus technologique et fascinante du processus. Nous avons maintenant une grande quantité de fragments de roche qui sont plus susceptibles de contenir des diamants. C'est ici que la technologie la plus avancée intervient pour trouver les gemmes. Le matériau passe par des scanners spéciaux à fluorescence X. Ces scanners fonctionnent comme une sorte de vision de super-héros. Ils émettent des rayons X sur les pierres qui passent sur un tapis roulant. La plupart des roches ne réagissent pas à ces rayons, mais les diamants, oui. Lorsqu'un rayon X frappe un diamant, celui-ci émet un éclat unique, une lumière spéciale que le scanner peut détecter immédiatement. Dès que le scanner détecte cet éclat, il sait qu'il a trouvé un diamant. À cet instant précis, le système active un petit jet d'air comprimé. C'est un jet d'air très rapide et précis qui ne frappe que la pierre qui a brillé, la poussant hors du flux principal et dans un conteneur de collecte. Tout ce processus, depuis le moment où le diamant est détecté jusqu'à sa séparation, dure moins d'1 seconde. C'est une manière incroyablement rapide et efficace de séparer les diamants, garantissant que même les plus petites pierres ne soient pas perdues. C'est une manière incroyable danse de la technologie, où lumières et air travaillent ensemble pour trouver un petit trésor au milieu d'une montagne de roches. Une fois séparés, les diamants bruts ne ressemblent pas encore aux bijoux étincelants que nous connaissons. Ils ressemblent à des morceaux de verre dépoli. La transformation d'une pierre brute en une gemme éblouissante est une œuvre d'art qui exige beaucoup d'habileté et de technologie. La première étape est la planification. Chaque diamant est unique, avec sa propre forme et ses petites imperfections internes. C'est pourquoi, avant toute taille, la pierre est analysée par un scanner 3D. Cette machine crée une carte numérique complète du diamant, montrant tous ses détails. Avec cette carte, un logiciel spécial calcule la meilleure façon de tailler la pierre pour obtenir le maximum de beauté et de valeur. Après la planification, la taille commence. La première taille est généralement réalisée avec un laser de haute puissance. Le laser est extrêmement précis, parvenant à couper avec une exactitude de millième de millimètre. Il taille la pierre à ses points les plus faibles, permettant de la diviser ou de lui donner une nouvelle forme sans créer de fissures. Vient ensuite la partie la plus longue, le facettage et le polissage. Cette phase est réalisée par des artisans très expérimentés. Ils utilisent des disques de polissage qui tournent lentement. Ces disques sont recouverts de poudre de diamant. La raison est simple, le diamant étant le matériau le plus dur qui soit, seul un autre diamant peut le rayer et le polir. L'artisan presse délicatement chaque facette du diamant contre le disque, ajustant l'angle et la pression pour créer les proportions parfaites. Ce travail minutieux peut prendre entre 3 et 8 semaines pour un seul diamant, selon sa taille. L'objectif est de créer une géométrie parfaite afin que la lumière qui pénètre la pierre soit réfléchie de la manière la plus intense possible, créant l'éclat spectaculaire que nous connaissons tous. Après tout ce travail, le diamant est enfin prêt, parfait et étincelant. Cependant, l'histoire d'un diamant ne se résume pas toujours à la beauté et à la technologie. Bien que de nombreux diamants proviennent de mines modernes et contrôlées, certains ont une origine beaucoup plus sombre. Dans de nombreuses régions pauvres d'Afrique, comme la Sierra Leone ou l'Angola, la réalité de l'extraction minière est complètement différente. Là-bas, il n'y a ni machine géante ni scanner laser. Les diamants sont extraits à la main. Hommes, femmes et même enfants travaillent dans des ruisseaux boueux sous un soleil intense, sans aucun type d'équipement de sécurité. Pour beaucoup de ces familles, trouver une petite pierre peut signifier avoir de la nourriture sur la table pendant quelques jours. La triste vérité est qu'un diamant vendu des milliers de dollars dans une boutique de luxe peut rapporter seulement quelques centimes à celui qui l'a trouvé, ne laissant derrière lui que des mains usées et de la souffrance. Mais le problème peut être encore pire. Dans certaines zones de conflit, des groupes armés ont pris le contrôle des mines de diamants.
Ils utilisent l'argent de la vente de ces pierres pour acheter des armes et financer des guerres. Les diamants qui proviennent de ces lieux sont connus sous le nom de diamants de sang, car leur histoire est entachée de souffrance et de violence. C'est une pierre qui brille, mais qui n'est pas toujours innocente. Et au milieu de tout cela, il y a des faits curieux que beaucoup ignorent. Par exemple, la tradition de demander quelqu'un en mariage avec une bague en diamant n'est pas une ancienne coutume. Ce fut une idée créée par une campagne publicitaire très réussie en 1947. Et de nos jours, la technologie permet déjà de créer des diamants en laboratoire à partir des cendres de personnes ou d'animaux de compagnie décédés, créant une mémoire éternelle. 71 millions de dollars. Maintenant, quand nous regardons ce chiffre, nous ne voyons plus seulement une pierre précieuse. Nous voyons l'incroyable force de la nature, capable de créer quelque chose d'aussi beau sous une pression écrasante. Nous voyons l'ingéniosité humaine, qui déplace des montagnes et utilise une technologie de pointe pour trouver un petit trésor. Nous voyons la patience et l'art d'un maître qui passe des semaines à transformer une pierre brute en un bijou parfait. Et nous voyons aussi les histoires difficiles qui se cachent parfois derrière cet éclat. Un diamant est plus qu'un minéral précieux. C'est le résultat final d'un long voyage plein de contrastes. En connaissant toute son histoire, son éclat prend un nouveau sens. Et nous, en tant que consommateurs, gagnons le pouvoir de faire des choix plus conscients, en valorisant non seulement la beauté de la pierre, mais aussi l'intégrité de son origine. À une vitesse de 350 km/h, un train ne pardonne pas les erreurs. Un seul défaut microscopique à l'intérieur de ce rail et il peut se briser comme du verre. Comment alors créer un acier qui n'a aucune marge d'erreur? Une artère de métal capable de supporter des charges colossales sans faillir. La réponse ne réside pas seulement dans la force brute, mais dans un parcours de purification, de précision et de puissance, où le métal est poussé à ses limites absolues. Tout commence non pas avec de la ferraille recyclée, comme pour les rails conventionnels, mais avec la matière première de la plus haute pureté. Du minerai de fer soigneusement sélectionné et des additifs spéciaux sont le point de départ. Cette matière entre dans un convertisseur à oxygène, un récipient géant en forme de poire où l'acier brut fondu est soumis à un traitement violent et purificateur. Sous une pression énorme, de l'oxygène pur est injecté dans la masse incandescente. Ce processus brûle littéralement presque toutes les impuretés nocives du métal, comme le soufre et le phosphore, des éléments qui rendent l'acier dangereusement cassant. C'est un véritable régime moléculaire, une purge par le feu qui ne laisse derrière elle qu'une base de fer parfaitement propre, prête à être transformée. Mais la bataille pour la pureté n'est pas encore terminée. Le dernier et le plus insidieux des ennemis sont les gaz dissous, comme l'hydrogène, des fantômes invisibles capables de créer des micro-fissures catastrophiques de l'intérieur. Pour les expulser, l'acier subit un traitement sous vide. La cuve contenant le métal en fusion est placée dans une chambre hermétique dont tout l'air est extrait. Sous vide, l'acier commence littéralement à bouillir, non pas à cause de la chaleur, mais par l'absence de pression. Et tous les gaz indésirables en sont arrachés, remontant à la surface en bulles et disparaissant à jamais. Ce n'est qu'après ce processus de nettoyage, presque stérile, que l'acier est jugé digne de devenir un rail à grande vitesse. Mais même l'acier parfaitement pur n'est encore qu'une base. Maintenant, il a besoin de caractère, d'une personnalité forgée par la chimie. À cette masse fondie et purifiée est ajoutée une quantité exactement mesurée de vitamines, des éléments d'alliage qui transforment le bon acier en acier exceptionnel. D'abord, le manganèse, qui confère une incroyable résistance à l'usure, la capacité de supporter le frottement constant des roues sans céder. Ensuite, le chrome, le gardien contre la corrosion, protégeant le métal de la fureur implacable des éléments. Et enfin, le vanadium ou le molybdène, les architectes moléculaires qui affinent la structure de l'acier, ce qui signifie qu'il devient beaucoup plus résistant et tenace. Chaque élément est ajouté en quantité précise, une recette chimique où chaque gramme compte pour le résultat final. C'est cette alchimie moderne qui confère au futur rail sa force légendaire. Ce n'est qu'une fois la composition chimique parfaite que l'acier incandescent est coulé dans des moules, formant d'énormes lingots rectangulaires appelés blooms. Maintenant que nous avons l'alliage parfait, il est temps de le transformer d'une masse informe en une artère d'acier longue de plusieurs centaines de mètres. Les blooms incandescents sont envoyés dans un four de réchauffage où leur température est portée à un état plastique idéal, 1200 degrés Celsius. À cette température, l'acier devient malléable comme de l'argile, mais conserve sa densité et sa résistance. De là, brillant d'un orange éblouissant, le bloc arrive au laminoir. C'est une série de gigantesques rouleaux d'acier, de véritables sculpteurs de métal.
En passant par des dizaines de paires de ces rouleaux, chacun avec sa propre calibration unique, le bloc informe s'étire sous nos yeux et acquiert progressivement le profil familier d'un rail. C'est un processus de transformation brutal et précis. Une tête massive se forme, la surface sur laquelle rouleront les roues du train, une âme fine mais incroyablement résistante qui la soutient, et un patin large et stable, la base avec laquelle le rail s'appuiera fermement sur les traverses. Chaque passage entre les rouleaux représente une pression colossale de milliers de tonnes. Une force qui non seulement modifie la forme du métal, mais compacte également sa structure interne, le rendant encore plus dense et résistant. La forme est prête, mais cet acier incandescent est encore vulnérable. Sa structure est uniforme, mais pour les vitesses extrêmes, l'uniformité ne suffit pas. Il a besoin d'une double personnalité. Maintenant, il commence sa transformation en une véritable armure, grâce à un processus appelé trempe de la tête du rail. Le rail nouvellement laminé, encore incandescent, passe par une installation spéciale où, sur sa partie supérieure, la tête, un flux d'eau ou un mélange d'air et d'eau est appliqué, contrôlé avec une précision de seconde. Cela provoque un refroidissement brusque et choc, mais uniquement sur la couche superficielle. Le résultat est un matériau étonnant, 2 en 1. En surface, à une profondeur de plusieurs centimètres, se forme une couche d'acier incroyablement dure et résistante à l'usure, capable de supporter la pression colossale des roues du train sans se déformer. Et, en même temps, le cœur du rail, son âme et son patin, qui n'ont pas été refroidis brusquement, restent plus souples et plastiques. C'est d'une importance critique. Si tout le rail était aussi dur, il serait fragile comme du verre et pourrait se fissurer avec les vibrations constantes. Mais de cette manière, on obtient la combinaison idéale. Une armure résistante à l'usure en surface et une base tenace et résistante au choc à l'intérieur, capable d'absorber l'énergie sans défaillance. L'armure est en place, mais même le rail le plus solide est inutile s'il n'est pas parfaitement droit. Ensuite débute une phase où la précision devient une religion. Le rail, désormais d'une longueur pouvant dépasser 100 mètres, passe par une dresseuse. C'est un système de rouleau qui, avec une force incroyable mais une précision chirurgicale, le redresse jusqu'à l'état d'une corde parfaitement tendue. Tout écart, même d'un millimètre, à une vitesse de 300 km/h, se transformerait en une dangereuse vibration. Et c'est ici qu'interviennent les lasers et les ultrasons. Chaque mètre du rail est examiné par des capteurs laser qui vérifient sa géométrie. Hauteur, largeur de la tête, symétrie du profil, avec une précision de centième de millimètre. C'est comme prendre les mesures pour un costume de haute couture, mais pour un géant d'acier. Parallèlement, le long du rail se déplace un détecteur de défauts par ultrasons. Il envoie des ondes sonores à l'intérieur du métal et analyse leur écho, à la recherche de tout défaut interne caché, micro-fissures, bulles de gaz ou impuretés invisibles à l'œil nu. Tout rail présentant le moindre défaut est rejeté sans pitié. Il n'y a pas de seconde chance. La sécurité à grande vitesse ne tolère aucun compromis. La touche finale, qui distingue les lignes à grande vitesse, est la lutte contre les joints. Le bruit familier tac-tac des roues passant sur l'espace entre deux rails à grande vitesse se transforme en une force destructrice. C'est pourquoi l'objectif est de l'éliminer complètement. Pour ce faire, les longs rails de 100 mètres sont acheminés vers des bases de soudage spéciales, où ils sont unis en de longs rubans continus de plusieurs kilomètres de long. La méthode utilisée est le soudage par contact. Les extrémités de 2 rails sont pressées l'une contre l'autre avec une force considérable. Ensuite, un courant électrique d'une puissance immense les traverse, qui chauffe le métal jusqu'à un état de plasticité, puis elles sont comprimées avec encore plus de force, les fusionnant littéralement l'une dans l'autre au niveau moléculaire. La soudure est alors soigneusement polie jusqu'à obtenir une surface parfaitement lisse et est de nouveau vérifiée par ultrasons afin de garantir que le joint est aussi solide que le rail monolithique lui-même. Et seules ces bandes d'acier parfaitement lisses, sans joint, incroyablement résistantes et vérifiées au moindre micron, enroulées sur des plateformes ferroviaires spéciales comme du fil sur une bobine, sont prêtes à partir vers leur destination pour devenir la voie silencieuse mais impeccable pour les trains les plus rapides de la planète. Saviez-vous qu'un seul rail de 100 mètres pour une ligne à grande vitesse pèse environ 6 tonnes, soit le poids d'un éléphant d'Afrique adulte? Et que la tradition de l'armée des États-Unis de nommer des hélicoptères en l'honneur de tribus indigènes, comme l'AH-64 Apache, se perpétue encore aujourd'hui, même au XXIe siècle. Et le familier son tata, que l'on entend sur les voies ferrées plus anciennes, est le son des roues heurtant le joint entre les rails, un impact qui, à grande vitesse, se transforme en une force destructrice.
Et voici le résultat. Un ruban d'acier de plusieurs kilomètres de long, parfaitement lisse, soudé en une seule pièce et vérifié au micron près. Ici, aucune marge d'erreur, car à une vitesse de 350 km/h, la seule chose qui sépare les passagers de la catastrophe est la perfection absolue du métal.